J'ai porté un secret qui me ronge depuis des années. Un mensonge partagé avec 2 membres de ma famille après une nuit qui a tout détruit. Aujourd'hui, la vérité frappe à ma porte, prête à tout révéler. Et si, en parlant, je perdais absolument tout? Je n'ai jamais oublié la nuit où tout a commencé. Même aujourd'hui, des années après les faits, les images de cette soirée reviennent me hanter avec une précision presque cruelle. Je revois encore la route déserte, la pluie battante qui transformait le pare-brise en un voile opaque, et surtout, les visages terrifiés de ceux qui étaient avec moi. Mon cousin Marc, nerveux comme toujours, et ma sœur Élise, dont les mains tremblaient malgré ses efforts pour paraître calmes. Nous ne savions pas que cette nuit allait nous marquer à jamais, ni que les mensonges que nous allions prononcer allaient forger un pacte si lourd qu'il finirait par écraser nos vies. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en quelques secondes. Mais ces secondes ont suffi pour tout basculer. Une silhouette sur la route, un cri étouffé, un coup de frein trop tardif. Le choc a résonné dans nos corps comme un coup de tonnerre. Nous sommes restés figés, incapables de comprendre réellement ce que nous avions fait. Quand nous sommes sortis, la silhouette immobile sur l'asphalte nous a coupé le souffle. Marc répétait sans cesse que ce n'était pas de notre faute, que la personne avait surgi de nulle part, que la pluie rendait tout impossible. Mais aucune justification n'effaçait la vérité. Un accident venait d'avoir lieu, et nous en étions responsables. Les minutes qui ont suivi ont été dominées par la panique et la confusion. Élise, d'habitude si posée, était incapable de former une phrase cohérente. Marc, lui, chercha immédiatement une solution, comme s'il avait été préparé à un désastre. Il parlait vite, très vite, trop vite même, répétant qu'il fallait protéger notre famille, car l'identité de la victime pourrait tout changer. Quand il réalisa qu'il connaissait la personne au sol, son visage devint livide. C'était un voisin de notre enfance, quelqu'un que tout le monde respectait. C'est à ce moment précis qu'il prononça la première phrase qui scella notre destin. Personne ne doit jamais savoir que nous étions là. Au début, j'ai refusé catégoriquement. J'étais persuadé que la seule solution était d'appeler les secours, même si cela signifiait détruire notre réputation, notre avenir, et même les liens entre nous. Mais Marc insista avec une intensité qui me glaça. Il parla de notre famille, de la honte, du scandale, et surtout du fait que nous serions accusés quoi qu'il arrive. Élise, submergée par la peur, se rangea de son côté. Je me retrouvais seul contre deux, déchiré entre la vérité et la protection de ceux que j'aimais. Finalement, ce fut ma peur qui l'emporta, cette peur sournoise qui murmure que le silence est plus facile que l'aveu. Nous avons fait un pacte cette nuit-là. Un pacte basé non sur l'amour, mais sur la peur, la culpabilité et la lâcheté. Nous avons juré de ne jamais révéler ce qui s'était passé, de maintenir notre version des faits, même sous la torture. Les années ont passé, mais ce pacte a ruisselé dans nos vies comme un poison lent et persistant. Je pensais que le temps atténuerait la culpabilité, qu'il effacerait les images de cette nuit. Mais au contraire, plus le temps passait, plus le poids du mensonge devenait insupportable, jusqu'à devenir une présence constante, invisible, et pourtant toujours là, accrochée à chaque battement de mon cœur. Les premières années après l'accident ont été marquées par un silence étouffant, un silence que personne n'osait rompre. Chacun de nous essayait de reprendre une vie normale, ou du moins une vie qui y ressemblait. Élise s'enfermait dans ses études, comme pour échapper aux souvenirs, tandis que Marc renforçait son image de jeune homme parfait et ambitieux. Moi, je tentais de me convaincre que tout cela n'était qu'un mauvais rêve enfoui dans un coin sombre de ma mémoire. Mais chaque fois que je passais près du lieu de l'accident, mon cœur se serrait et mes mains devenaient moites. Le pire, c'était les dates anniversaires. Chaque année, à la même période, une tension palpable naissait entre nous, comme si nos âmes se souvenaient malgré nous.
Nous nous rassemblions pour faire semblant de célébrer quelque chose, mais nos regards se croisaient avec une question silencieuse. Et si la vérité ressortait? Marc tentait toujours d'affirmer qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, que les enquêteurs avaient classé l'affaire comme un accident non élucidé. Mais sa voix tremblait légèrement, un signe que je connaissais bien, et qui révélait qu'il était loin d'être aussi serein qu'il le prétendait. C'est lorsque la mère de la victime est tombée malade que les choses ont commencé à se fissurer davantage. Elle avait fondé une association en mémoire de son fils, et ses discours parlaient souvent de justice, mais surtout de vérité. Je n'oublierai jamais la première fois où elle a croisé mon regard après l'un de ces événements publics. Son regard semblait me transpercer, comme si elle voyait à travers moi, comme si elle savait que quelque chose clochait. Ce jour-là, j'ai senti les premières fissures se former dans le pacte que nous avions passé. J'ai commencé à faire des cauchemars. Dans mes rêves, la victime se relevait, me fixait et me demandait d'expliquer pourquoi nous avions choisi le mensonge plutôt que l'humanité. Je me réveillais en sueur, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'essayais d'en parler à Élise, mais elle refusait toujours d'aborder le sujet, comme si elle craignait que prononcer les mots ne fasse remonter les fantômes. Marc, quant à lui, réagissait avec colère, m'accusant de vouloir ruiner nos vies en nous replongeant dans le passé. Peu à peu, j'ai compris que je n'étais plus capable de vivre avec ce poids. La vérité me brûlait les lèvres, et chaque journée passée à prétendre n'être responsable de rien me détruisait un peu plus. J'avais l'impression de devenir un étranger pour moi-même, incapable de reconnaître la personne que j'avais été avant ce tragique événement. J'ai alors commencé à envisager l'impensable, briser le pacte. Non pas pour me libérer, mais pour offrir à la victime et à sa famille ce qu'ils méritaient depuis le premier jour, la vérité, même si elle devait tout détruire. Le jour où j'ai décidé d'avouer la vérité, je me souviens avoir ressenti une étrange sensation de paix. Une paix fragile, certes, mais une paix tout de même. J'ai convoqué Marc et Élise pour leur annoncer ma décision. Leur réaction fut explosive. Marc entra dans une colère noire, frappant la table comme si sa force pouvait briser non seulement le bois, mais aussi ma détermination. Élise, elle, resta silencieuse, mais son regard était rempli de peur. C'était comme si elle voyait déjà l'effondrement de tout ce que nous avions construit, ou plutôt de tout ce que nous avions protégé par le mensonge. Marc tenta de me convaincre une dernière fois, utilisant les mêmes arguments que des années auparavant. L'honneur de notre famille, les conséquences légales, le jugement social. Il me rappela que rien ne ramènerait la victime, que dire la vérité ne ferait qu'ajouter davantage de souffrance à une mère déjà brisée. Mais je lui répondis que ce n'était pas notre rôle de décider ce qui faisait souffrir ou non une famille. Notre rôle était de ne plus mentir. Je lui dis que la vraie souffrance venait de notre silence, pas de notre aveu. C'est à ce moment que Marc prononça des mots qui me glacèrent. « Si tu parles, je te jure que je nierai tout et je te ferai passer pour un menteur. » Je compris alors que le pacte n'était plus seulement un secret partagé, mais une prison dont il refusait de sortir. Je réalisais aussi que Marc portait la culpabilité différemment de nous, qu'il avait construit son existence autour de ce mensonge, comme un pilier qui soutenait toute son identité. Le retirer signifiait l'effondrement total de sa vie, de sa personnalité, de tout ce qu'il prétendait être. Élise, quant à elle, me supplia de réfléchir encore. Elle parlait d'un futur différent, d'une manière d'honorer la victime sans ruiner notre vie. Mais je sentais dans sa voix une fragilité que je n'avais jamais remarquée. Elle n'était pas seulement effrayée par les conséquences, elle avait développé une dépendance émotionnelle au silence. Le mensonge n'était plus une barrière protectrice, mais une béquille qu'elle utilisait pour continuer à avancer. Et moi, j'étais désormais celui qui menaçait de lui retirer cet équilibre instable qui la maintenait debout. Malgré leurs supplications, malgré leurs menaces, ma décision ne changea pas.
Je savais qu'en parlant, je risquais de tout perdre, ma famille, mon honneur, ma liberté. Mais je savais aussi que si je continuais à vivre ainsi, je perdrais quelque chose de bien plus important, mon âme. Le soir même, j'ai pris rendez-vous avec la mère de la victime. Je ne savais pas comment elle réagirait, ni si elle serait capable d'entendre mes aveux sans exploser de colère ou de douleur. Mais je savais que c'était la seule chose juste à faire. Lorsque je me suis retrouvé devant la mère de la victime, mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Elle m'a accueilli avec douceur, comme si elle sentait déjà que quelque chose d'important allait être dit. Je me suis assis en face d'elle, incapable de soutenir son regard pendant les premières secondes. Puis j'ai tout raconté. Chaque détail, chaque hésitation, chaque mensonge. Je lui ai parlé de notre peur, de notre décision de nous taire, du pacte qui nous avait enfermés pendant toutes ces années. Elle m'écouta sans m'interrompre, ses mains tremblant légèrement. Lorsqu'elle prit la parole, sa réaction ne fut pas celle que j'attendais. Elle ne cria pas, ne pleura pas, ne me frappa pas. Au lieu de cela, elle me demanda simplement pourquoi j'avais attendu si longtemps. Je ne trouvais pas de réponse satisfaisante. Comment expliquer que la peur avait été plus forte que la justice? Comment avouer que notre confort avait pris le pas sur la vérité? Alors je lui dis la seule chose honnête que j'avais encore, que je regrettais chaque seconde de silence et que je savais que rien ne pourrait réparer ce qui s'était passé. Ce qu'elle répondit ensuite me marqua à jamais. Elle dit que le pardon ne viendrait probablement jamais, mais que la vérité, elle, avait une valeur inestimable. Elle ajouta qu'elle aurait pu vivre avec la douleur de perdre son fils, mais que ce qu'elle ne pouvait supporter, c'était de ne pas savoir comment tout était arrivé. Puis elle me remercia d'avoir eu le courage que les autres n'avaient pas. Ces mots me brisèrent encore davantage, car je savais que ce courage avait mis des années à émerger, et qu'il arrivait trop tard. Lorsque je sortis de chez elle, je me sentais vidé, incapable de déterminer si je venais de commettre le plus grand acte de ma vie ou le plus destructeur. Je savais que Marc et Élise ne me pardonneraient jamais. J'avais brisé notre pacte, détruit notre façade, mis en danger tout ce que nous avions essayé de protéger. Mais j'avais aussi ressenti une étrange forme de libération, celle qui naît lorsque l'on cesse enfin de mentir. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer sans sentir le poids du mensonge écraser ma poitrine. Les conséquences ne se firent pas attendre. Marc coupa tout contact avec moi, me traitant de traître et jurant qu'il ne me considérerait plus jamais comme un membre de la famille. Élise, quant à elle, s'effondra émotionnellement, incapable de gérer la rupture du pacte qu'elle avait tant redouté. Mais malgré la douleur, malgré les liens brisés, malgré la solitude qui s'abattit sur moi, je savais que j'avais fait ce qui était juste. La vérité, même lorsqu'elle détruit, a un pouvoir que rien ne peut remplacer. Elle peut libérer les âmes, même si elle brise les cœurs. La morale de cette histoire est que le mensonge peut sembler au départ un refuge sûr contre la douleur et les conséquences. Pourtant, chaque mensonge construit un mur entre nous et notre propre conscience, un mur qui finit par nous isoler, nous empêcher de vivre, de respirer, d'être nous-mêmes. Tôt ou tard, la vérité trouve toujours un chemin, et souvent, elle éclate dans les moments où l'on s'y attend le moins. Choisir le silence par peur, c'est permettre à la culpabilité de devenir notre maître. Dire la vérité demande du courage, parfois plus que nous ne pensons en avoir. Mais ce courage, aussi tardif soit-il, peut changer des vies. Il peut apaiser des âmes en souffrance, ouvrir des portes que l'on croyait fermées à jamais, et surtout, il peut libérer notre propre cœur. Même si la vérité coûte cher, même si elle détruit des relations, elle construit en retour une paix intérieure qu'aucun mensonge ne pourra jamais offrir. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé l'importance de la vérité et du courage, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Chaque histoire que je partage porte un message, une leçon, un morceau de vie.
Votre soutien me permet de continuer à raconter ces récits remplis de mystères, d'émotions et de réflexions. Abonnez-vous et rejoignez-moi pour d'autres histoires qui ne vous laisseront jamais indifférents.